Bon, disons que le ministre Tunda Yakasenda a finalement démissionné. Oui, Cela n'est pas une surprise, et étant donné que l'éthique dans le gouvernement veut que quand vous êtes dans le gouvernement, vous devez avoir, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. oui, Vous ne devez pas contredire les chefs du gouvernement. mhm, Il est vrai au sein de chaque gouvernement, il y a des débats. mhm, Et quand nous parlons débat, c'est-à-dire les gens ont des opinions différentes, voire oui, même divergentes sur certains sujets spécifiques. Mais un gouvernement finit toujours par avoir une position commune. Et une fois que la position est adoptée, tout le monde est appelé à s'aligner à cette position-là. Alors, M. Tunda Yakasenda avait péché, si je peux utiliser ce terme-là, oui, contre ce principe de solidarité gouvernementale. D'abord, dans un conseil de ministres, il y a des choses qu'on ne divulgue pas, qui restent secrets parmi les membres du gouvernement, partout dans le monde. mhm, Et il y a des choses qu'on publie. C'est pour cela qu'on a un porte-parole du gouvernement qui fait les oui, comptes rendus. je m'excuse, allez-y. Ouais. Alors, messieurs Tunda Kassenda, alors qu'ils étaient en train encore de mûrir la discussion autour des projets de loi de M. Minaku et M. Sakata, Mhm, lui, il a fait une note qu'il a fait parvenir à la présidente de l'Assemblée, et ça, c'était une faute grave. Le président en était très fâché. L'affaire avait fuité dans le média. Finalement, comme vous le savez, pour gagner le temps, il avait été oui, interpellé au niveau de la Cour de cassation. Après, il en est sorti. Il est allé au siège de leur parti, le QG de leur parti, le PPRD. Les gens ont vu mhm, des images. Là encore, il va commettre une faute grave, alors que lui, il est le ministre de la Justice. Les instances judiciaires l'ont auditionné parce qu'il y avait flagrance. Il dit qu'il avait appelé Yemei et Yemei lui a dit ne crains pas. Ce qui laisse entendre, c'est comme si Yemei avait plus de pouvoir que l'État, que la justice. Donc, sur le plan d'éthique, il a commis des fautes graves et sur le plan même, j'allais dire, il y a eu infraction parce qu'il il a fait un faux usage des faux. Alors, on pouvait que s'attendre à sa démission. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans sa démission, dans son propos, il avait paru beaucoup plus élégant qu'il ne l'était quand oui, il était devant le militant du PPRD et oui, quand il faisait certaines déclarations dans la presse après qu'il ait été interpellé. Peut-on dire que c'est un signe que les choses rentrent dans l'ordre? Ça serait très tôt. Voyons le comportement des autres ministres dans l'avenir. C'est à ce moment-là qu'on pourra dire si réellement ce genre de comportement c'est maintenant dans les passés. Voilà ce que je peux dire. Et bon, en plus, oui, parce que c'était autour du projet de loi, lesquels projets de loi
on l'a mis provisoirement de côté, j'utilise bien les termes, mais certains pensent que c'était une façon de sauver la face. Il ne fallait pas dire que ça a été retiré complètement. L'avenir nous le dira aussi. Moi, je dirais que c'est un recul. C'est une marche arrière que le FCC a fait en dépit des apparences, des triomphalismes. Le chef de l'État leur a donné la possibilité de faire la marche arrière, mais sans perdre la face totalement. Voilà ce que je peux dire autour de cette question. Alors, quand on pose cette question-là, on parle du pouvoir du chef de l'État. Aussitôt à la démission du ministre de la Justice, il y a eu cette réunion avec le commandement militaire. Est-ce que cela n'a pas de rapport? Non, je ne pense pas. Bon, je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, mais je ne pense pas. Dans l'exercice du chef de l'État, l'exercice normal, c'est tout à fait naturel qu'il rencontre l'état-major parce que, comme vous le savez, les conflits à l'est de la République persistent. Et certainement, le chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées, a reçu des rapports inquiétants. Et suite à cela, il a convoqué l'état-major pour en savoir plus, pour les motiver. Et à cette occasion, ils ont renouvelé leur loyauté vis-à-vis de la nation, mais aussi du chef de l'État qui est le garant de la nation. Voilà. Ok, entrons dans notre vif du sujet, les rebondissements de l'affaire Ronsard Malonda qui a connu à des casses. Aujourd'hui, le pasteur Kafuta Rockman de l'armée des victoires en a fait les frais. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement autour de cette affaire de Ronsard Malonda? Très bonne question. Ceux qui me suivent, j'avais publié des photos des réunions secrètes qui s'étaient tenues au Cercle Laïs, à une école qui appartiendrait aussi au cardinal Moussengo. Ces réunions avaient commencé l'année passée. Et j'apporte une précision ici, c'est au mois de septembre l'année passée que j'étais mis au courant de ces réunions convoquées par Janine Mabunda et les confessions religieuses et les autres acteurs de la société civile, en particulier ceux qui avaient une expertise dans la question électorale, ces gens-là étaient conduits auprès de Mabunda par Abbé Chollet. C'est très important ce que je dis. Et aujourd'hui, Rockman, le pasteur Sonny Kafuta, est revenu sur ce que moi j'avais annoncé. Il dit aussi que les réunions avaient commencé depuis l'année passée. Quand ces gens s'étaient rencontrés, c'est pour cela dans mon mur, ceux qui avaient lu, j'avais dit, en mettant la photo, j'avais dit, Abbé Chollet a le devoir de dire la vérité, toute la vérité à l'opinion au début de cette crise, parce que je savais qu'il y avait beaucoup à dire. Quand ils se sont retirés, ils n'avaient pas tout dit. Ok. Mais ils ont eu la maladresse de s'attaquer aux autres leaders de confessions religieuses qui aussi en savaient beaucoup sur eux. En répondant à votre question, je recommande aux gens de suivre le pasteur Sonny Kafuta, qui est en train là de révéler les choses qui s'étaient dites, comment les choses s'étaient passées, comment on en est arrivé que Ronsard Malonda soit désigné.
Mais moi, je vais rentrer un peu encore dans le passé. Tout est parti, aujourd'hui, je peux le dire, de Janine Mabunda. Ok. En politique, Blaise, Mhm. tout ce que fait un homme politique, c'est pour un intérêt. Et les hommes politiques, pour reprendre les termes d'un homme politique, il avait dit, ils évoluent avec masque sur la face. C'est seulement à la fin du processus que vous allez découvrir quel était le vrai sens de la démarche d'un homme politique ou d'une femme politique. Janine Mabunda, on utilise tout, hein, on utilise tout pour avoir ce qu'on veut avoir. Janine Mabunda avait été utilisée. Et pendant ce temps-là, les FCC avaient un discours flatteur vis-à-vis de l'Église catholique. Janine Mabunda va approcher la Senko. Que les gens tiennent cela de moi et d'une source, j'ai ça d'une source sûre. C'est la même source qui m'avait fourni ces photos-là. J'ai eu les photos les jours après la première réunion. Et on m'a fait un rapport. Janine Mabunda avait approché la Senko. Il y avait une sorte d'entente entre la Senko et le FCC. L'entente consistait en quoi? Le FCC a fait croire à l'Église catholique. Vous vous êtes plaint pour les élections passées, vous n'étiez pas d'accord avec l'élection du président Tshisekedi et des députés nationaux et provinciaux. Mais maintenant, nous allons vous donner, vous, la possibilité réellement d'avoir l'influence sur l'organisation des élections. Donc, vous allez prendre l'initiative de peser sur la désignation du président de la CENI. En parallèle, c'était des gestes, des signaux, des jeeps qu'on avait remises, des mea culpa. Non, nous avions commis une erreur. Ce sont nos pères spirituels. Vous vous souviendrez du discours mielleux de Mouilania. C'est comme ça qu'Abbé Chollet, bien sûr, envoyé par son chef hiérarchique, va prendre l'initiative de convoquer les autres membres de la confession religieuse. Il est vrai que maintenant, c'était leur tour à eux. Et les autres viendront. Pourquoi je dis cela? Vous allez d'ailleurs constater par la suite que quand on a commencé à éliminer des gens, et certains qu'on a éliminés, parce qu'il y a quelqu'un qu'on ne cite pas, par exemple Paul Sapou, lui a été... FDH, oui, lui a été... Et ce que j'ai dit ici, il y a un leader de la communauté islamique. Il a dit à quelqu'un, ils sont à deux, mais je ne vais pas citer qui, mais tous le savent. Lui était le tout premier qu'on avait éliminé, Paul Sap, quand on a évoqué son nom. Mais on n'en parle pas beaucoup. La raison évoquée, oh non, parce que Paul Sapou, c'est un ancien calotin. Disons, il a fait les séminaires, tout ça. C'est quelqu'un qui avait défroqué. Mais Paul Sapou, pour la petite histoire, quand je vérifie, pendant la conférence nationale souveraine, et ce que j'ai dit ici, tu vois, tous les experts en matière électorale qui étaient là, y compris Ronsard peut vous dire ça, même Nanga. Si Abbé Malumalu était en vie, il allait dire ça.
c'est pendant la conférence nationale souveraine, c'est l'homme qui était en contact avec le centre Carter. Il avait été formé par le centre Carter et on lui avait donné les moyens et il avait fait les tours. C'est l'homme qui a fait les premiers modules de formation des gens en matière électorale au niveau de la société civile. Ok. Moi qui vous parle, j'avais pris part à une session vers les années 90. Il avait fait le tour du territoire congolais. Territoire par territoire, en train de former des agents électoraux. Bien sûr, c'était une équipe qu'on avait déployée, mais c'était lui le patron. Ok. Finalement, parce que les gens, peut-être les gens ont oublié, la conférence nationale avait créé la commission électorale déjà. C'était dirigé par, les noms m'échappent, il y avait deux professeurs, dont l'un, c'était le professeur, je crois, Nzongola était numéro 2. Il y avait un autre professeur de sciences politiques qui en était numéro 1. Mais comme par la suite, il n'y a pas eu élection, les choses s'étaient arrêtées là. Finalement, Paul Sapou sera arrêté, mis en prison. Quand Mouzé vient, plus tard, chez Okitoun, les autres, la Fédération internationale des droits de l'homme intervient. Chez Okitoun, qui est un ancien des organisations des droits de l'homme en Suisse, va aussi peser et Paul Sapou sera libéré et il va aller en exil. Lui était le tout premier qu'on avait éliminé. Ok. On a éliminé les autres, comme le dit Rockman. Moi, j'avais déjà l'information pourquoi on les a éliminés. En fait, ce qui est malheureux, c'est quoi? Il faut qu'on en parle. C'est qu'au Congo, quand on parle de politique, en coulisses, on parle de la géopolitique. Mais ce terme géopolitique, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les termes géopolitiques au sens propre. C'est une façon d'habiller le tribalisme, l'ethnicisme et le régionalisme chez nous. C'est un terme qui est apparu pendant la conférence nationale, avant même la conférence nationale, géopolitique. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, les autres seront éliminés au nom de la géopolitique parce qu'ils sont, en dépit de leur expérience à des degrés différents, parce qu'ils sont originaires de la même province que le chef de l'État. Cela sous-entend qu'ils sont en faveur du chef de l'État actuel. Alors que moi, j'en connais quelques-uns et qui ont été favorables au régime passé. Je ne vais pas révéler des noms ici, mais nous en parlerons un autre jour. Ok. Très vite, on les a assimilés à des gens vendus au chef de l'État à cause de leurs origines. C'est le même principe de cette géopolitique qui avait fait que les FCC avaient choisi Mabunda pour approcher les cardinals. Parce qu'en dépit des découpages aujourd'hui, le découpage territorial, les gens se sentent encore ensemble selon les provinces anciennes, quand on avait 11 provinces. Donc la géopolitique, j'ai dit chez nous, à plusieurs niveaux, tribal, ethnique et régional. Mais quand on a commencé à éliminer les gens, disais-je, pourquoi Malonga, comme le dit le pasteur, pourquoi Malonga n'était pas éliminé? Parce qu'au dire du cardinal,
à la fin, Malonga, c'est l'homme le plus dangereux. C'est l'homme qui a pris part à toutes les 3 précédentes élections. Donc, s'il y avait quelqu'un à écarter en premier lieu, ça devrait être Malonda. Mais comment il a survécu, sa candidature a survécu jusqu'à la fin? C'est parce que l'idée, c'était quoi? Et c'est là où je viens. Je m'excuse aujourd'hui, je ne vais pas porter des gants. Ok, allez-y. Parce que il fallait laisser Malonda pour qu'il soit concurrent à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là devrait être quelqu'un qui est soutenu par l'Église catholique. Les catholiques pensaient que Malonda viendra jouer le jeu du figurant pour qu'on dise que bon, voilà, il a été battu. Cependant, Janine Mabunda, sous la dictée du FCC, avait déjà influencé la majorité des confessions religieuses pour qu'au finish, ils portent leur choix sur Malonda. Quand le cardinal dit, d'après nos informations, l'autre groupe, c'est des gens qui sont pour le chef de l'État, ça ne vient pas du cardinal. En ce moment-là, il y avait l'entente. Ça venait de Janine Mabunda. Voilà la réalité au centre de cette affaire. C'est malheureux, mais les gens doivent avoir le courage de le dire. Ça a miné notre politique dans tous les partis politiques, ça, dans les entreprises, j'ai dit tout le monde, sans exception. Et nous sommes un pays mosaïque avec plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs clans. Nous devons faire très attention parce que ça peut devenir une pépinière de conflits du genre ethnique. Quand on présente plus les différences entre nous, alors qu'il y en a très peu, et on utilise ces différences pour nous discriminer les uns les autres, nous sommes en train de détruire lentement la nation. Parce que la nation, c'est aussi la volonté de vivre ensemble. Et cette volonté de vivre ensemble doit se traduire par un traitement juste, égal. Et nous allons nous plaindre que l'Occident veut balkaniser le pays. Mais nous faisons les jeux. Le pays, c'est d'abord les hommes. C'est la population. Les hommes et les femmes, les enfants, les vieillards. C'est quand vous occupez une terre, mais on dit que maintenant, il y a un pays là. Mais il faut que quelqu'un occupe la terre là. Alors que nous avons des conflits de type ethnique à l'est de la République, parce qu'il y en a, même dans certaines autres régions, nous avons connu des conflits de type ethnique et tribal au Congo. Vous allez, aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, vous entendrez, ah non, tel groupe, telle tribu contre tel se dispute un lopin de terre. À l'Équateur, il y en a eu, au Kassai, il y en a eu, à l'Est, il y en a eu, et dans la province orientale, vous avez ce genre de conflits. Donc, étant une mosaïque, nous pouvons éclater en plusieurs pays facilement. Si ici je parle, moi j'ai fait des études de conflits aux USA, je sais de quoi je parle. Même quand les gens parlent de la balkanisation, ils ne prennent pas en compte cet élément-là. Notre composition sociologique. Dieu merci, 60 ans après, nous avons quand même une histoire commune.
Les connexions sont fortes jusque-là. Au point qu'il y a une fondation. Nous nous sentons, à un moment donné, on est toujours ensemble. Mais nous devons faire très, très attention. Les conflits ethniques, les conflits d'identité sont les conflits parmi les plus dangereux dans l'histoire de l'humanité. Et ces conflits-là finissent par créer la partition territoriale, si on ne fait pas attention. Aujourd'hui, l'Église, toutes les églises, pas seulement l'Église catholique, du moins celles qui étaient représentées là-bas, vous entendez ce qu'ils disent. Vous sentez que le choix était sur... Parce qu'il y en a qui disent, ah non, l'autre là, il est Mongo et le cardinal Mbaka. Non, moi j'ai dit, si ce n'est pas la tribu, si ce n'est pas l'ethnie, c'est le régionalisme. Mais les gens mélangent tout cela en disant le tribalisme. Mais parmi les gens qu'on a dit qui sont du Kasaï là, mais tous ne sont pas forcément de l'ethnie du chef de l'État. Même les gens qu'on a choisis, oui, celui que l'on voulait présenter chez les protestants, chez les catholiques, leurs deux candidats, ne sont pas forcément de la tribu du cardinal et de pasteur Bokondo. C'est le régionalisme. C'est une autre forme d'identité. C'est pour cela, vous voyez, dès que quelqu'un a un problème, alors que l'affaire est devant la justice, ah, nous, les ressortissants des Maïndombe, ouais, nous, les ressortissants des Kabeyaka Mwanga, nous, les ressortissants de Sakanya, nous, les ressortissants de Luozi, nous, les Nekongo, nous, les Grands Kassai, nous, les machins, nous... Ça veut dire quelque part, dans le cœur des Congolais, c'est ça la vérité, il y a la nation et l'État, mais il y a une autre identité qui est cachée. Ce n'est pas mauvais, tout le monde a une origine. Oui, certes, oui. Mais quand quelqu'un est fautif devant la loi, pourquoi vous viendrez nous? Et puis quand on nomme quelqu'un, nous, c'est des choses qui renforcent ces petites identités. Et quand l'État est faible, les gens se réfugient dans ces groupes identitaires parce que c'est là où ils se sentent en sécurité. Malheureusement, ils obtiennent le soutien de manière aveugle et les politiciens exploitent cela. Les politiciens exploitent et les étrangers. Moi, j'ai travaillé dans une ambassade, tu le sais, Blaise. Oui. Mais le travail, parmi les travaux de l'ambassade, c'est quoi? C'est de pénétrer un pays, de connaître le pays là jusqu'au fond. Les ambassades sont là. Quand vous lisez les câbles diplomatiques, ils vous parlent des câbles diplomatiques américains. Ils vous parlent des origines des gens. Ils vous parlent des conflits, ces histoires ici, de tribalisme et régionalisme. Ils en parlent. Les Bapayala savent que quand il y a tel autre, si vous les mettez ensemble, demain, ils vont se chamailler. Après, nous sortons, nous disons non, nous ne voulons pas la bancarisation. Mais on se moque de qui? Nous sommes entrés quelque part de détruire nos propres efforts à garder le pays. En disant cela, ce que je vais dire, quand c'est l'étranger qui veut nous balkaniser, nous formons un bloc. Mais après avoir formé un bloc, à l'intérieur, nous sommes en train de détruire nous-mêmes ces blocs-là. Donc, nous sommes en train d'anéantir notre solidarité qui surgit parce qu'il y a une menace extérieure. C'est un jeu très, très dangereux. Et c'est ici qu'il faut rendre hommage au leadership de Mobutu pendant une période, parce que vers la fin,
lui aussi était prisonnier dans une coquille tribalo-ethnico-régionale, il faut le dire. Oui, clanique aussi, oui, ça c'est vrai. Mais une bonne partie de son leadership, paix à son âme, le maréchal Mobutu, il avait joué pour l'unité nationale. Et c'est grâce à cela aussi que nous tenons aujourd'hui. Il y a les équipes de football, les sports, la culture. C'est des choses que nous négligeons. Parfois, quand on nomme quelqu'un ministre de la Culture, on trouve que c'est rien. J'entendais des gens qui disent ministère régalien. Ils citent les finances, les affaires étrangères, intérieures, défense. Et puis non, vous leur donnez même la culture. Comme si la culture, c'est rien. Ces musiciens, autant profanes que chrétiens, nous ont donné un creuset d'unité. Oui, ça c'est vrai, oui. Les sportifs, parce que quand on veut une équipe nationale, on ne sait pas qu'on descend, on regarde qui est le meilleur entre nous. Donc, je tenais à dire cela, parce que je crois que tes émissions sont aussi pédagogiques. Oui. Et maintenant, vous avez les déferlements de ces discours dans la diaspora. Même à l'étranger, les gens commencent à constituer des groupes, tout ça. Alors que, comme nous sommes une nation mosaïque, nous devrions consolider des liens et le gouvernement doit avoir une politique par rapport à cela. Il y a des gens qui sont devenus... Moi, j'ai des amis qui ne sont pas originaires de la province de mes parents. Moi-même, je ne suis pas né dans la province d'origine de mes parents. Je ne connais pas la province de mes parents. Je connais des noms. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, mes parents avaient quitté chez nous pour aller travailler dans les Bas-Congo. Ma première langue maternelle que je parlais, c'est le Kikongo. J'ai grandi avec des amis qui sont la famille des Basengele, nos voisins. Ok. À côté, les Manyanga. Je chante des cantiques de Manyanga grâce à nos voisins là. Donc, le gouvernement doit aussi avoir, quand on a une nation comme ça, il faut une politique. Nous les voyons dans des pays tels que les États-Unis, où il y a un problème de diversité raciale, culturelle. Il y a des organisations qui travaillent. Bien que ce n'est pas fini, mais ils ont déjà fait du bon chemin. Il faut favoriser, parce qu'en réalité, nous sommes les mêmes. Nous sommes des êtres humains. Et là, nous avons un avantage, notre pays, la majorité de la population congolaise est constituée de Bantous, bien qu'il y ait d'autres minorités. Le gouvernement doit avoir une politique par rapport à cela pour favoriser ces choses-là, construire les routes, parce que ce qui manque, ce sont les moyens de communication, les routes. Créer des entreprises, embaucher les gens selon des critères objectifs, laisser les gens se déplacer librement. Over the time, comme on dit en anglais, après plusieurs temps, les gens vont se mélanger. Mais le gouvernement doit créer un environnement qui permet ce mélange-là, où on n'a plus peur de l'autre, parce que c'est beaucoup plus la peur. Il n'y a rien. C'est seulement la peur de l'autre. C'est vrai que nous avons des différences culturelles, mais nous avons beaucoup de points communs. Regardez comment la langue lingala s'est imposée au Congo. C'est après des années, finalement ça a pris le dessus. Si réellement nous voulons que le Congo soit un. Et ici, nous devons faire très attention. Cette histoire de régionalisme, d'ethnicisme, de tribalisme, quand ça entre dans le milieu religieux, c'est très dangereux. Parce qu'en dehors des conflits d'identité, vous avez les conflits religieux qui sont des conflits difficiles à résoudre.
Et vous avez entendu le langage de Pasteur Soni. On peut les condamner. Mais moi, je me dis, comme on dit chez les Bakongo, hein, donc il faut, tu écoutes ici, tu écoutes de l'autre côté. Sinon, un jour, il y aura un génocide au Congo. Je ne prophétise pas. Parce qu'il y a déjà eu des massacres à caractère ethnique au Congo. Jusqu'au moment où je vous parle. Oui. Les Hema, les Lendu, voilà. Et nous commençons même à soupçonner les gens. Nos frères de l'Est, ils souffrent. Moi, j'ai des amis de l'Est. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'Est, il voit un hasard rwandais. On a fait passer une vidéo ici pendant que Vital Kamerhe était en procès. On a montré dans une église les gens en train de prier. Mais c'est malheureux. On a présenté ça comme quoi les gens sont en train de prier pour lui en Kirundi. Alors que c'est la langue machi. Oh, ok. Mais pour des esprits faibles, mais ils ont saisi cela. C'est resté dans leur tête. Donc, on est en train de se soupçonner, de s'entre-accuser. Tel. Ce sont là des graines, des germes, des balkanisations. Parce que la balkanisation, c'est l'aboutissement d'un long processus. On nous a montré dans les études de conflit, c'est à peu près en 10 points. Hein, il y a 10 étapes pour atteindre la balkanisation, les génocides, je voudrais parler. Au Rwanda, les gens ne se sont pas réveillés, ils se sont tués comme ça. Non, il y a eu un travail, petit à petit. Et puis, pouf, le conflit politique est devenu un conflit ethnique. C'était fini. C'était fini. C'était fini. Donc, c'est des choses très, très dangereuses. Les langages, on doit faire attention à ce qu'on leur dit. Quand les gens se sentent rejetés, ils vont se rassembler et ils vont créer des mécanismes d'autodéfense. C'est fini. Je suis en train de prier que cet esprit, la dignité nationale, puisse dominer. C'est vrai qu'il y aura toujours des différences, c'est vrai qu'il y aura toujours des extrémistes, c'est vrai qu'il y aura des gens avec des esprits, comme on dit, narrow, hein? Des esprits étroits. Mais si les leaders prennent conscience au niveau du gouvernement, on doit prendre conscience de cela. Sinon, les politiciens, dans la quête du pouvoir, ils vont utiliser ces différences-là pour diviser le pays. Je ne prophétise pas, mais je dis nous devons faire très, très attention. Vous voyez, dans le conflit au Bas-Congo, quand il y a eu l'affaire des Mimi, permettez-moi, je vais chuter par là sur cette question. Et Maman Mimi, oui. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait? On commençait à parler des gens du bas-fleuve et des autres. Du cataracte, oui. Oui. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est de quel raccourci dangereux? Il y a un problème de mœurs ici. Quelqu'un a été surpris, accusé. L'affaire est au niveau de la justice. Mais le Bas-Congo, les Né-Congo, les gens commençaient à se regarder par rapport à leurs différences. Parce que quand vous faites ça contre quelqu'un, ça dépend à quelle échelle. Vous allez faire ça même au niveau des clans. Les Mongo disent, c'est-à-dire quand on est en train de taper sur les chiots, l'enfant est en train de rire, ah, il ne sait pas que le jour qu'il commet la bêtise, on va prendre les mêmes bâtons, on tape sur lui.
Ce qu'il y avait eu à l'Équateur, c'était quoi? Un conflit ethnique. Dans le conflit, c'était en 2009, je crois. C'est un conflit ethnique. Nous devons faire, et nous avons un pays plein de ressources. Hein? Nous avons des rivières, parfois les gens se disputent des rivières, des champs. Il y a des provinces jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les frontières. Il y a encore des litiges. Récemment, dans les Chicapa là-bas, mais ça avait pris la forme des conflits ethniques. Pourquoi les discours dangereux des hommes politiques qui n'ont pas d'imagination, qui n'ont pas un discours pour mobiliser, et pour mobiliser facilement, il faut présenter les autres comme étant dangereux. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Et je pense qu'il y aura de la sagesse qui viendra après. Parce que de l'autre côté, il faut signaler que ce que le pasteur Sony dit concernant l'Église catholique, les gens, ceux qui suivent l'actualité, surtout ceux qui s'intéressent à la cohabitation des communautés, ici je parle des églises, ils comprendront que les églises de réveil sont dans une sorte de guerre qui ne dit pas son nom contre les catholiques. Les catholiques en veulent aux églises de réveil parce que les églises de réveil, il faut les reconnaître, je l'avais dit l'autre fois, ont dépeuplé l'église catholique. Et je tiens, avant-hier encore, je lisais les rapports de l'ambassade des États-Unis au Congo sur les confessions religieuses au Congo. Il parle, c'est un rapport de 2015, on parle de ça là-dedans. Comment l'église catholique a perdu beaucoup de gens. Et le cardinal Mosengo, quand on l'avait nommé archevêque de Kinshasa, entre autres missions que lui avait confiées l'église catholique, c'était de voir comment arrêter l'érosion ou l'exode des fidèles. Donc, vous voyez qu'au Congo, ça peut prendre plusieurs formes de conflits et c'est très dangereux. Les pasteurs Kankenza parlaient déjà de cette histoire en indexant le cardinal Mosengo en disant ces gens-là sont contre nous. Et les gens des réveils sont, quelque part, ils font preuve de loyauté vis-à-vis de Joseph Kabila. Pourquoi ils disent Yenda Pesabiso Mikanda? Mais sous les autres régimes, l'Église catholique avait joué un rôle pour que ces églises-là ne soient pas reconnues. Le terme Binzambi Nzambi. Mais vous avez des prêtres qui disaient ça dans des églises. Yeah, Binzambi, oui, c'est vrai. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand vous allez sur terrain, ces églises catholiques, ces églises de réveil-là, c'est une réalité. C'est une dynamique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ils ont beaucoup de gens, bien qu'ils ne soient pas très organisés. Mais les politiciens récupèrent, c'est la politique. Ce qui est malheureux avec eux, c'est quoi aussi? C'est que eux, si sous le régime de Joseph Kabila, on leur a donné des papiers, écoutez, Joseph Kabila était président de la République, il a fait au nom de l'État, mais il ne doit pas en récolter des dividendes politiques. L'État n'a fait que son devoir. Point barre. Donc, à cause de cela, on ne doit pas, hein, chaque fois, non, bon, nous prenons position pour... Non. Et les catholiques et les protestants, pour appuyer encore ce que je dis ici, en 1960, les protestants et les catholiques, ils avaient joué un rôle politique pour la formation du gouvernement Congo.
Kasavubu, qui était catholique, était devenu président, entre autres, grâce à la pression des catholiques et de la Belgique. Parce qu'il n'avait pas la majorité au niveau des chambres. Lumumba, qui était un ancien catholique, qui était devenu protestant, les catholiques n'en étaient pas contents. Quand on a arrêté Lumumba, mais il y a des rapports crédibles. Les catholiques en étaient contents. Il est temps maintenant. Je dis ces choses parce qu'eux-mêmes, maintenant, ils parlent ouvertement, sans langue de bois. Et je crois que ça va continuer. Parce que maintenant, comme ils sont entrés dans l'exercice de parler, de se contredire, Oui. Ça va continuer. On doit faire très, très attention. Sinon, on est en train de créer une bombe. Et vous savez, les anthropologues, les sociologues, les politologues sont en train d'observer. Des experts en conflit de l'étranger, je dis bien, sont en train d'observer. Et demain, nous risquons de nous retrouver avec un pays balkanisé. La balkanisation, ce n'est pas parce que les gens veulent, non. C'est quand les gens n'arrivent plus à cohabiter, c'est quand il y a l'injustice, c'est quand les autres sont martyrisés, c'est quand les autres sont discriminés. C'est comme ça qu'à un moment donné, si vous n'avez pas la sagesse, vous dites, bon, Tokabolara Mbokango. Et surtout quand il y a des intérêts économiques. Or, au Congo, il y a des... Mais regardez ce qui est arrivé à l'Équateur. Je disais à un ami du coin d'ailleurs, vers là où on a trouvé les diamants, les gros diamants là, je lui dis, vous voyez, avec ces diamants qu'on a découverts, on doit faire très attention. Surtout que c'est découvert sur une rivière qui fait frontière entre deux provinces. J'ai dit, il faut faire très attention. C'est une bénédiction, mais ça peut être une source de conflit terrible. Oui. Et si l'État doit prendre des précautions, sinon, un autre groupe armé risque de naître là-bas, des milices. Les phénomènes que nous vivons à l'Est risquent de commencer là-bas. Ça doit être bien encadré, parce que c'est une grosse pierre qu'on a trouvée. Et ce n'est pas quelque chose qu'on est allé creuser. Non. Cela sous-entend, je connais un peu les diamants, sous-entend qu'il y en a beaucoup là-bas. Bien sûrement, oui. Je disais d'ailleurs à mon ami, j'ai dit, heureusement qu'il y a Covid-19. Sinon, mais, ça serait la ruée vers oui. Tout le monde va aller là-bas. Donc, nous sommes un pays plein de ressources. Nous devons faire très attention. Dans les Bas-Congo, il y a déjà une compagnie minière sud-africaine qui est très avancée dans les travaux pour les cuivres. Parce qu'on a découvert une grande quantité de cuivre dans les Bas-Congo. Donc, si on vous trouve déjà avec des différences, si l'État n'est pas efficace, avec de telles ressources, ça va encore exacerber vos différences, vos conflits. Les hommes politiques vont entrer dedans suite aux intérêts économiques pour vous diviser, les étrangers, tout ça. Et finalement, allez, Bobé Bani. Et combien Robé Tanamassas. Donc voilà, c'est une sonnette d'alarme que je suis en train de tirer là. Hein? On a besoin d'un État fort. Quand je dis fort, ce n'est pas un État qui marche sur les droits des gens, mais vraiment un État solide pour nous tenir ensemble avec une politique délibérée de consolider l'unité nationale. Les Katanga aujourd'hui, quand vous regardez, c'est quoi? Cette division qu'il y a au Katanga.
c'est aussi autour des minéraux. Oui, sûrement, oui. Non, mais je te dis, les leaders sont en train de se disputer qui aura la main mise sur les minéraux. Et cela va quoi? Bon, tel groupe ethnique soutient tel autre, c'est notre leader, tel autre. Voilà, c'est ça les problèmes. Je termine par là si vous avez une autre question. Monsieur Congo, je voudrais que nous puissions rapidement, avant de vous laisser, nous sommes déjà à 50 minutes d'antenne, nous concluons dans pratiquement 10 minutes parce que moi, mon format, c'est tout au plus 1 heure d'émission qui sera aussi diffusée sur YouTube, aussi sur une télévision sur satellite en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est pour nous garder un peu de français pour qu'on ait plus une grande audience. Il y a aussi des gens congolais qui nous suivent sur Web Pro Télévision. Alors, je voudrais qu'on parle de la marche de la Mouka. J'ai pu dire quelque chose quand je suivais la communication de Fayoulou et de Moïse Katumbi. Nulle part, Moïse Katumbi n'a semblé mentionner la Mouka. C'est seulement Martin Fayoulou, aujourd'hui Bissanga Bonganga et les autres qui mobilisent au nom de la Mouka. Vous ne pensez pas là que les leaders de la Mouka seulement ils vont par les défauts qui sont séparés? Bon, moi je crois que j'espère que c'est une omission, c'est un oubli. Mais il cite des leaders. Hein, il cite des leaders de la Mouka. Et les communiqués qu'ils avaient publiés, c'est publié au nom de la Mouka. Hein, s'il n'a pas dit ça verbalement, mais les communiqués que les 4 leaders de la Mouka ont publiés, l'entête c'est de la Mouka. Et c'est en tant que la Mouka qu'ils ont publié cela. Mais ceci étant dit, la Mouka, ce n'est pas un groupe homogène. On connaît aussi qu'ils ont des divergences là-dedans. En fait, ils viennent ensemble quand il y a un problème. On sait qu'il y a des divergences. Hein, pour ne pas dire des divisions. Alors, pourquoi, par exemple, je donne un exemple, pourquoi on n'a pas un leader de l'opposition au niveau du Parlement? D'abord parce que la majorité qui est là, kabiliste, ne veut pas. Deuxièmement, parce que aussi les leaders de la Mouka se sont compliqués la tâche entre eux. Oui. Il y a une guerre de leadership au niveau de la Mouka. On ne peut pas s'en cacher. Mais à l'occasion de certains événements, question de survie politique oblige, ou intérêt aussi de la nation, ils mettent un peu de côté leur divergence. Ce n'est pas étonnant que de temps en temps, ils se contredisent. En public même. Est-ce que ce n'est pas le cas? Ça, je ne sais pas, mais néanmoins, les faits sont là. Ici, il n'a pas parlé de la Mouka, mais les communiqués étaient signés au nom de la Mouka. Donc, voyons dans l'avenir comment les choses vont aller. Parce que, Blaise, si on bloque Malonda aujourd'hui, la grande question reste, après Malonda, ça sera qui? Qui, voilà. Est-ce qu'il y aura un consensus autour de quelqu'un? C'est ça le problème, la question est fondamentale. En suivant l'abbé Cholé, en suivant le pasteur Sonny Kafuta, vous allez vous rendre compte que ces problèmes risquent de ressurgir, même si les gens, si on bloque, bon, imaginons que Malonda dit, bon, moi je me retire. Je renonce à cette affaire. Vous pensez qu'ils vont se mettre d'accord? C'est là où il y a le problème. Pourquoi? Je donne un autre point. Pourquoi il y a une marche le 9? Pourquoi une autre marche le 13? Mais pour le même objectif. Pourquoi les gens ne peuvent pas se mettre ensemble? Parce que nous avons le même objectif, faire la marche le même jour. Voilà. Donc, quand on va chasser Malonda, les problèmes vont persister. Et c'est à ce moment-là, si nous ne faisons pas attention, si les gens de Kabila disent, bon, nous adoptons la stratégie de pousser Malonda à démissionner,
nous allons laisser ces gens-là et ils vont se diviser entre eux. Et quand ils vont se diviser, un camp viendra vers nous pour chercher du soutien. Ils peuvent faire ça. Donc, nous sommes en train, nous risquons de revivre, ou bien nous sommes en train déjà de revivre Genève. Au sein des mouvements progressistes, au sein des gens qui sont contre Kabila, qui veulent les changements, c'est là où il y a la grande division. C'est un peu à l'image de nos orchestres, de nos églises. Hein? La honguetisation de la classe politique. Ah. Si Malonda pas, je souhaite qu'il ne soit pas là. C'est un souhait. Mais s'il arrivait qu'un bon finalement c'est bloqué, qui va-t-on mettre là-bas qui aura les consensus? J'ai vu, on a avancé des noms. Bon, ça c'est le parti de Matungulu. Un homme Mosengo ou bien le prix Nobel Mukwege. Écoutez, moi j'en connais un peu. Hein? Vous pensez que Mosengo fait l'unanimité? Non. Pas du tout. Moins encore le prix Nobel. Parce que le prix Nobel est vu par les gens de FCC comme un opposant. Malheureusement, les consensus là, les consensus là ne veut pas dire quelqu'un qui est accepté par les forces du progrès ou du changement. Non. Ça veut dire que c'est un consensus entre ces forces-là et les forces du statu quo qui sont aujourd'hui représentées par Kabila. Je pense que peut-être qu'on va aller au schéma de la Guinée, où on va faire appel à un étranger. Ok, en Guinée, ok. Oui, ou bien en Côte d'Ivoire, il y avait une centrale électorale, mais il y avait un représentant des Nations Unies là-bas, de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Chaud, un Coréen, qui lui avait la lourde responsabilité, mais une responsabilité humiliante pour les Ivoiriens, de certifier les résultats en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi, malheureusement, l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les mêmes problèmes. Les gens du Nord, les gens du Sud, hein, les BT, les machins, hein, les baoulés. Peut-être qu'on va aller à un tel schéma. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est qu'après qu'il n'y ait pas contestation. Dès qu'on n'a pas confiance en vous, même si vous publiez des vrais résultats, on va rejeter parce qu'on vous rejette vous. Ça, c'est vrai, oui. Et comme nous avons les Nations Unies là-bas, ça risque d'être le même schéma. Ils ont fait plus de 20 ans chez nous, donc ils connaissent les pays, tout ça. Ça risque d'être la même chose, comme en Côte d'Ivoire. Donc, les grandes puissances peuvent jouer de leur rapport. Mais comment? Ça c'est un autre élément. Heureusement que tu as évoqué cela. Les grandes puissances ne sont pas neutres. Nous l'avons vécu avec les dernières élections. Les États-Unis avaient leur façon de voir les choses. Les pays européens, une façon autre aussi. Mais aujourd'hui, il faut ajouter la Chine, il faut ajouter la Russie qui est présente en Centrafrique, la Russie est présente en Libye. Les forces russes sont à côté de maréchal Haftar. Les Russes sont en Centrafrique, ils sont au Soudan. Et ils peuvent jouer sur cette corde-là des ethniques ou bien... faisons très attention. Vous avez entendu ce que Rockman a dit, les pasteurs, il a dit quoi? Il a dit quand ils ont menacé, quand les catholiques ont dit, ça ce sont ses propos à lui, que vous allez voir si vous ne faites pas attention, vous aussi les mosquées, un des imams a dit, si vous osez, nous allons descendre, vous allez voir, on va descendre les églises catholiques.
Ça sera le djihad. Oh, il faut faire attention. On doit faire très, très attention avec cela. J'espère que Dieu donnera la sagesse aux autorités, aux leaders de l'opposition, aussi bien qu'aux gens du camp des statu quo, pour que le Congo reste uni et qu'on ait des bonnes élections en 2023 qui seront applaudies par tous. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Les puissances là ne viennent pas, hein, ils cherchent des alliés. Chaque puissance cherche des alliés. Il y a aussi les ONG, hein, internationales. Oui. Donc voilà, nous devons faire très très attention, sinon on va se retrouver dans des situations encore beaucoup plus compliquées. Et aussi longtemps que ça va permettre à certaines puissances à l'étranger d'en bénéficier, bon, ils s'en foutent si vous vous tuez en termes de millions. Pour eux, la vie continue. Vous savez, quand nous parlons des 12 millions, ça crée un émoi, une charge émotive en nous. Mais ce n'est pas un problème pour un Chinois, ce n'est pas un problème pour un Américain. Ce n'est pas un problème pour un Français ou un Belge. Voilà sur ce point-là ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Anglo-Congo, pour votre participation à mon programme. Je vous remercie, les amis. Je signale là que c'était M. Anglo-Congo, notre analyse politique de tout le temps. Au revoir et à une prochaine occasion, Anglo-Congo. C'est moi qui vous remercie et au revoir à tous tes auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour le Congo. Bye.